J'ai acheté pour pas très cher un PCB d'arcade World Rally de Galeco. Pas très cher parce que les sons sont remplacés par un vague bruit de casserole. Cette carte est équipée d'un processeur de sécurité Dallas. Il stocke ses clés de cryptage dans la puce de RAM qu'on voit à sa droite. Cette RAM est maintenue en vie par la pile située sur sa gauche. Cela permet de contrôler la durée de mise sur le marché du jeu. Une fois que la pile est déchargée, la RAM est perdue et le jeu ne peut plus jamais tourner. Quand la pile est déchargée, on dit que le jeu s'est suicidé. Il faut donc vérifier régulièrement le niveau de charge de la pile. Celle-ci semble en bon état aujourd'hui. À l'allumage, on voit bien le message coprocesseur OK qui indique que la puce Dallas fonctionne correctement et donc que la RAM est toujours intègre. Pour ce qui est du son, effectivement, on n'entend pas grand-chose. Ici, on entend faiblement un bout de boucle sonore, avec à chaque boucle un petit pet sur le haut-parleur. Pour conjurer le mauvais sort, on va enlever le message d'erreur en essayant de ne pas enlever les pistes avec. Ça doit faire un moment qu'il est là parce que la colle est bien installée. On va essayer d'enlever la colle et au passage de gratter un peu cette tache blanche qui ne devrait pas être là. Ça ressemble à une coulée d'électrolyte, mais il n'y a pas de condensateur électrolytique à ce niveau-là, donc peut-être qu'ils viennent d'un autre PCB qui a été stocké à proximité. On nettoie ça à l'alcool isopropylique avec un coton-tige. Les cotons-tiges ne s'entendent pas bien avec la phase soudure des PCB. On va donc passer à la méthode brosse à dents. Ça, au moins, ça nettoie et ça s'abîme pas. La plaque est identique après nettoyage, aux traces près. Donc je referai un nettoyage hors caméra, mais les traces blanches vont quand même subsister. Je commence l'analyse autour du processeur sonore Oki 6295, c'est le petit carré, et son EEPROM qui contient les sons situés au-dessus. Il est probablement cadencé par l'oscillateur à 30 MHz situé à proximité. Cette puce contient son propre convertisseur numérique analogique, et on va le sculpter pour voir si les sons sortent bien dessus. Et on ne voit rien bouger. À la sortie du Oki, on va rentrer dans le carré d'amplification, en bas à droite, et directement sur l'ampli audio LM358. On va commencer par voir si lui fonctionne bien. Pour ça, on va l'enlever du circuit et le remplacer par un support tulipe sur lequel on pourra venir greffer un autre LM358. Les supports tulipes ont des petits trous tout ronds qui sont absolument pas pratiques pour venir insérer des composants dedans. Les composants à 8 pattes, ça va encore, mais plus, c'est l'enfer. Les LM358 de remplacement, ça c'est un truc que j'ai. Démonstration avec cette insertion de 358 passée à l'accéléré parce que je m'en sors pas. Le résultat n'est pas franchement au rendez-vous. On a même droit à des bruits d'applaudissements à la place de la musique d'intro. On va changer tous ces condensateurs. C'est pas forcément la priorité, mais ça filtrera une partie des bruits de fond. Et de toute façon, vu leur âge, il faut les changer. Il y a peut-être aussi des problèmes avec cette masse Chrome qui est reliée fil à fil sur le bus d'adresse et de données du Oki. Mais d'abord, on va creuser la piste analogique en construisant une petite sonde analogique. C'est grosso modo un ampli et une pile qui permettent de tracer des signaux audio n'importe où sur le circuit. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. On voit le petit haut-parleur, l'ampli audio, les boutons de réglage, une LED témoin d'allumage, des condensateurs. Ils sont là essentiellement pour du filtrage.
Notez la qualité du haut-parleur à gauche. Achetez 1€ les 10. On vérifie que tout marche bien avec une jolie musique libre de droit. Et sur la carte, on entend toujours la musique de très loin avec un gros bruit de fond. Par acquis de conscience, les condensateurs ont été remplacés, que ce soit sur le circuit audio ou sur le circuit d'alimentation. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe entre l'Oki ici et sa ROM qui contient les échantillons. Voilà, il va se passer un truc entre les deux là sur le bus de données. Les deux communiquent via les pistes qu'on voit ici. L'ampli, ici on a une logique programmable qui doit gérer le bank switching, on va y revenir, et qui est pilotée par les buffers qui sont au-dessus, eux-mêmes pilotés par le processeur principal qui est tout en haut. On va voir par quel miracle cette ROM peut être adressée par le Oki alors qu'elle est 4 fois trop grosse pour lui. Le Oki est capable de lire 4 sons simultanément, pris parmi 127, stockés dans une EPROM de 256 kilooctets, soit adressable par un bus de 18 bits. Ici, on va avoir un bus de 20 bits, et les 4 bits de poids fort vont être pilotés par une logique programmable qui va gérer ce qu'on appelle le bank switching, à savoir une fenêtre de mémoire de 64 kg qui va pouvoir se déplacer à la demande du microprocesseur. Dans le monde de l'arcade, cette puce est quasiment toujours exploitée de cette manière. J'ai commandé une EPROM d'un mégaoctet en remplacement de la Mascrom d'origine au cas où elle s'avérerait défaillante. Je vais commencer par la dessouder et la mettre dans mon lecteur d'EPROM pour pouvoir la comparer avec un set de référence de MAME. Je charge la ROM de référence et je lance la vérification. La ROM va être parcourue et comparée avec la ROM de référence. Le contenu de la Mascrom est correct, mais ça n'exclut pas un problème électrique. On va donc la remplacer par une EPROM ayant le même contenu. Et malheureusement à ce stade, on constate que le son est toujours absent. Par curiosité, j'ai essayé de comprendre comment marchait le Oki et reproduire son fonctionnement dans un programme à part qui me permet de regarder un peu comment fonctionne le bank switching et ce qu'il y a effectivement à quelle adresse dans les proms. Mon implémentation de l'algorithme de compression ADPCM n'est pas très fidèle, mais on reconnaît quand même pas si mal les échantillons à la sortie. L'interface est assez simple, on a un bouton pour décoder les proms. Là on a le résultat du décodage. Dans la fenêtre de droite, on a les numéros de banc avec les numéros d'échantillons. Voilà, et quand on clique dessus, ça les ouvre. On note qu'il y a pas mal de bruit de moteur. À différents régimes éventuellement, des bruits d'accident. Et on a des musiques complètes dans certains blocs de mémoire. Donc il ne s'agit pas de musique instrumentale jouée avec des partitions, mais bien de musique enregistrée. Le Oki ne sait pas jouer de notes, il sait simplement jouer des échantillons. Voilà les musiques. On va aller faire un tour du côté de la logique programmable pour essayer de comprendre comment fonctionne le bank switching. On va donc brancher dessus un analyseur logique et regarder un peu ce qui passe dans les fils. L'idée est ici d'essayer de comprendre comment les deux lignes des bits de poids fort adressés par le Oki peuvent piloter les 4 lignes de poids fort du bus d'adresse. Les 2 lignes du haut sortent du Oki et les 4 lignes du bas rentrent dans les proms. Je vois que les 2 premières lignes ne suffisent pas pour calculer les 4 autres. Je vais faire un tour du côté du buffer qui fait le lien entre le bank switcher et le microprocesseur pour voir si lui n'aurait pas un problème. Et j'utilise encore mon lecteur d'EPROM
qui sait également vérifier la bonne santé des circuits logiques. Une table logique est soumise au circuit intégré, qui répond ici favorablement, à l'orthographe près du mot normal. Détail amusant, ce composant semble aussi gérer la sélection des palettes de couleurs. Ici, j'ai oublié de le remettre en place avant de relancer le jeu. Je m'attaque ensuite à l'analyse de toutes les entrées-sorties du système de bank switching. Ça fait plein de belles couleurs et je n'arrive pas à trouver de choses intéressantes. Tout a l'air en fait de bien fonctionner. Un petit aperçu de mes notes de câblage, étant donné que j'ai pas de schéma du PCB, il faut tout faire à la main. Et là je m'aperçois que je dispose d'un obscur jeu coréen qui est équipé d'un MSM 6295, ou en tout cas un de ses clones. Et bien je vais le lui piquer pour le transplanter sur mon World Ready. Après avoir dessoudé les deux puces à l'air chaud, je vais pouvoir faire la transplantation. Dans ces cas-là, je soude les deux pattes opposées de la puce, puis je mets du flux sur l'ensemble des pattes. Le flux va permettre à la chauffe de décaper les pattes et les pads sur lesquels on va souder et de fluidifier l'étain. À partir de là, je vais pouvoir faire de la soudure par tirage. Donc on met de l'étain et on tire sur les pads pour étaler l'étain. Et après on enlève l'excès à la tresse à dessouder. Donc je vais passer ça à l'accéléré parce que j'ai les mains devant et que j'arrête pas de faire bouger la caméra. Voilà, j'absorbe l'excès. Et voilà le résultat. Je rebranche tout ça tout plein d'espoir. J'ai bien du son, mais il est comme qui dirait à l'accéléré. Il joue clairement beaucoup trop vite. Le 62-95 était donc bien fautif, mais il reste encore un problème à régler. Je mesure la fréquence à l'entrée du hockey. Et je trouve une fréquence de 6,4 MHz. On va comparer ça avec ce qu'il y a dans la documentation. Et on voit que pour du 8 kHz, ce qui est mon cas, il me faut une oscillation à 1,056 MHz. Elle n'est pas tout à fait, on joue 6 fois trop vite. Et le fautif, c'est lui, c'est le petit machin bleu qui ressemble à un condensateur, C7. En fait, c'est un résonateur céramique. Et là, a priori, il a pris un petit coup de chaud. Il a dû prendre un coup de fer. Et vu que c'est un oscillateur mécanique, il s'est coincé et il n'oscille plus. Donc le hockey est en résonance libre et il oscille beaucoup trop vite. Je vais le remplacer par un header à 2 pins. Ce qui va me permettre de venir injecter la fréquence que je veux avec mon générateur de signaux. Donc là j'ai branché le générateur de signaux de mon oscilloscope picoscope sur ces entrées. Je vais sélectionner un signal sinusoïdal si je trouve, là-haut, 1 MHz. J'active le signal et c'est l'instant de vérité. Voilà, le son est normal. Donc là j'ai la bonne fréquence et tout va bien. Tout va bien à part que j'ai mon oscilloscope branché en permanence sur le PCB. Je passe donc commande de résonateur et j'attends le facteur. Quelques semaines plus tard, le facteur est passé, les résonateurs sont là et je vais en monter un et regarder ce qui se passe. Je replie ces pattes derrière pour le maintenir pendant la soudure et je soude à l'accéléré. Puis c'est l'instant de vérité. J'attrape mon super gun que je branche délicatement sur le PCB. Clic et clac. Et on démarre fébrilement. Et on a du son et à la bonne vitesse. Côté amplification, rien à redire, il n'y a plus de bruit parasite, plus de sifflement, les condensateurs sont impeccables.
Il me reste à brancher ça dans une borne à écran horizontal et à vous faire une petite démo. C'est parti. Ready? 3, 2, 1, go!